Vous avez découvert ce qu'était le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel, et aujourd'hui, nous nous lançons dans la médiation culturelle. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième causerie qui est liée à notre MOOC Médiation des patrimoines culturels dans la zone océan Indien et l'Afrique australe. Et nous allons traiter de médiation culturelle en compagnie de votre enseignante coordinatrice de ce MOOC, Nathalie Noël. Bonjour Nathalie. Bonjour Joël. Alors, aujourd'hui, nous allons particulièrement évoquer un patrimoine singulier qui est le patrimoine, en fait, nous allons évoquer le patrimoine lié à Boris Gamaleya. Donc, on va approcher la manière de patrimonialiser et exposer plus particulièrement les œuvres littéraires de Boris Gamaleya comme objet culturel à La Réunion. On va voir que c'est une médiation culturelle assez singulière. Alors, je vais juste dire deux mots sur Boris Gamaleya. Son père est d'origine russe, c'est un émigré sur l'île de La Réunion à la suite de la Révolution d'Octobre. Sa maman est réunionnaise et il a une histoire particulière liée à notre île puisque Boris Gamaleya fait partie de ces 13 personnes avec donc lui, son épouse et 11 autres fonctionnaires communistes anticolonialistes qui ont été contraints de migrer en France métropolitaine suite à une ordonnance prise par Michel Debré en 1960. Ça, c'est quelque chose d'important dans l'histoire réunionnaise. Il devient ensuite enseignant en région parisienne. Il revient au début des années 70 à La Réunion et là, produit une œuvre littéraire particulièrement importante. Alors, son premier livre, c'est Vali pour une reine morte. C'est une œuvre vraiment fondatrice et qui est vraiment importante dans le patrimoine réunionnais. Mais je vais vous laisser la parole pour nous en dire un petit peu plus long. C'est vrai, merci Joël donc pour de m'accorder en fait cette séance suite justement à la première qui était beaucoup plus orientée sur la patrimonialisation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'occasion pour moi à travers l'exemple de la patrimonialisation des œuvres littéraires, de pouvoir aborder cette question donc de la médiation culturelle et donc c'est l'occasion aussi de mettre en avant justement l'œuvre de Gamaleya, puisque il y a eu en fait un colloque international à l'université de La Réunion, Boris Gamaleya, poète india-océanique de l'univers, qui a été organisé donc par les professeurs Karpana Marimoutou et Patrick Quillier de l'université de La Réunion et de l'université de Côte d'Azur, qui ont en fait organisé ce colloque et qui m'a permis aussi de faire justement une intervention dans le cadre de ce colloque sur la médiation culturelle et justement en mettant en relation la médiation culturelle et le processus de patrimonialisation. Donc on l'a vu en fait au niveau du cours, à quel moment intervient en fait la patrimonialisation, la médiation dans le processus de patrimonialisation. Voilà, oui, tout à fait. Alors, on va là parler plus particulièrement, finalement, à quoi renvoie ce processus de patrimonialisation des œuvres littéraires, donc un sujet un peu singulier auquel on ne pense pas souvent. Et donc, voilà, ça va permettre à nos apprenants du MOOC que l'on peut regarder sur Fun notamment, de justement aborder une nouvelle manière de concevoir la médiation culturelle qui a été largement également développée dans ces cours et je vous invite tous à vous inscrire. Alors justement, donc pour rappeler un petit peu à quel moment intervient donc la médiation culturelle dans le processus de patrimonialisation. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu en fait en cours. Donc il y a différentes étapes au niveau du processus de la patrimonialisation. Donc le premier moment, l'identification de l'objet au sens de reconnaissance de son identité. Donc on reconnaît ici, c'est la découverte de l'objet. Donc on essaye effectivement de voir ce premier moment les
les archéologues, par exemple, vont essayer d'identifier à quelle période appartient cet objet. Enfin, déjà, si le projet l'objet a une dimension patrimoniale. Donc, le deuxième moment, donc, c'est l'authentification du lien avec le passé. Donc, l'authentification du lien avec le passé, c'est à ce moment-là où on va essayer de resituer donc l'objet culturel dans un temps, dans une chronologie, voir à quelle période en fait cet objet peut renvoyer. Le troisième moment, qui est celui de l'institution officielle de la création donc du statut patrimonial de l'objet. Donc ce troisième moment, c'est là où effectivement officiellement on reconnaît que l'objet peut être patrimonialisé, donc peut avoir le statut de patrimoine, en lui associant un numéro d'inventaire. Donc à partir du moment où il a ce numéro d'inventaire, c'est qu'il entre dans un processus, on va dire, de catalogage. Donc ça veut dire qu'on va l'enregistrer dans une base de données. On va pouvoir classer l'objet aussi dans des lieux de conservation, par exemple dans les musées. Et ce qui va lui donner en fait son statut officiel, c'est son numéro d'inventaire. Donc numéro d'inventaire, d'identification, qui va permettre justement d'avoir en quelque sorte une traçabilité de l'objet et qui va permettre effectivement de le retrouver et puis de pouvoir veiller à l'état de sa conservation. Et le quatrième moment, donc c'est l'usage public spécifique de l'objet à travers une exposition ou sa transmission. Donc c'est ensuite effectivement le moment où on va écrire autour de l'objet, donc dans des ouvrages, par l'intermédiaire en fait des expositions. On va en fait montrer l'objet au public et c'est à ce moment-là, c'est sur cette quatrième étape qu'au final, on va retrouver la médiation culturelle. Donc dans tout ce processus de patrimonialisation, on va effectivement avoir la médiation culturelle. Alors, on va déjà aborder plus particulièrement donc les œuvres littéraires de Boris Gamaleya, notamment en se posant la question, en quoi ces œuvres littéraires font partie du patrimoine culturel réunionnais? Alors, effectivement, une fois que cette quatrième étape est abordée, il y a la question de comment en fait on va s'approprier ce patrimoine. Parce qu'on peut avoir des spécialistes qui vont avoir cette reconnaissance, on va dire, du patrimoine, de lui donner en fait une dimension officielle à l'objet, mais comment ce patrimoine va être aussi intégré et approprié par l'ensemble de la population pour au final s'intégrer dans ce qu'on va dire la mémoire collective. Donc ce terme de mémoire collective, au final, il va aussi renvoyer à cette idée de le patrimoine appartient en fait à la collectivité. Donc rappelez-vous, on l'avait indiqué, l'objectif c'est vraiment, lorsqu'on est dans ce processus de patrimonialisation, c'est aussi de poser cette idée que le patrimoine appartient à tous. Donc il quitte en gros cette identification de bien individuel pour passer dans le bien collectif. Et c'est là qu'on doit avoir une reconnaissance institutionnelle de ce bien. Voilà. Alors justement, au niveau donc de la patrimonialisation donc de l'œuvre de Gamaleya, la question s'est posée en fait de la reconnaissance officielle de son patrimoine, de ce patrimoine littéraire au moment de la décade. C'est-à-dire que en 2021, au retour des cendres de Gamaleya à La Réunion, la décade correspondait en fait à 10 jours d'organisation, de manifestations autour d'expositions, de vie culturelle, rendant hommage à Gamaleya. Donc 10 jours où on lui rend hommage. Et ce qui est intéressant, c'est que durant en fait ces 10 jours, on découvre aussi qu'il y a derrière cette reconnaissance officielle qui commence à se formaliser autour en fait de l'idée de patrimonialiser son œuvre. Alors comment ça se passe en fait au niveau
niveau de ce processus de patrimonialisation. Donc, lors de la décade, vous avez en fait dans le discours officiel de la fille de Boris Gamaleya, donc Ariane de Gamaleya Commissar-Reynaud, qui va effectivement, qui explique bien dans son discours tout le processus. À quel moment en fait on commence à avoir un processus de patrimonialisation officielle de l'œuvre de son père. Donc, la première étape, c'est déjà le désir du legs des ouvrages et des archives évoqués par Boris Gamaleya, donc avant sa mort, où effectivement il évoque ce désir aussi de retour dans son île. Et puis on voit un passage en fait du discours officiel qu'elle fait, où au final on va avoir cette évocation, son père qui répète voilà à quel moment on va faire revenir ses œuvres, ses archives, tout ce qu'il a en fait collecté durant toute sa vie, comment on va les faire revenir à La Réunion. Donc il y a déjà en fait dans ce processus, première étape de processus de patrimonialisation, l'idée de legs qui commence à arriver en fait dans son discours avant sa mort. Ensuite, deuxième étape, c'est du processus de patrimonialisation, c'est l'impulsion des chercheurs. Donc c'est ce qu'elle explique. Elle explique en fait que ce qui va l'amener au final aussi à aller dans le sens du legs, c'est tout le discours des chercheurs, donc en littérature, du CNRS ou des universités qui ont travaillé donc sur l'œuvre de Gamaleya et qui, au final, ont indiqué voilà, que toute la littérature qu'il a mis en place, tous les écrits qu'il a élaborés, ont une vocation à être patrimonialisés, et vraiment parce que la grandeur, en fait, c'est ce qu'elle explique, hein, la grandeur de l'homme, et à travers donc son ouvrage. Donc il y a cette évocation de la patrimonialisation avec justement chez ces chercheurs, donc qui va aussi avoir un impact sur cette décision. Troisième moment, c'est le choix donc du lieu du dépôt. Donc l'évocation du legs. Bon, ça chemine. Et puis, au moment de la décade, il y a effectivement donc le département, donc, qui est aussi à l'origine de la décade, qui commence à évoquer cette idée de pouvoir collecter et recevoir en fait l'œuvre de Gamaleya. Donc des discussions qui se font avec Ariane, et à ce moment-là, la BDR aussi va être, donc la Bibliothèque départementale de La Réunion, va effectivement évoquer le lieu du dépôt en rassurant aussi Ariane, en lui disant, voilà, montrant effectivement l'espace, voilà, le sérieux de tout ce cheminement, parce que collecter une œuvre, c'est aussi s'assurer qu'elle soit conservée. Donc, elle entend effectivement le discours, elle voit les lieux, et donc à ce moment-là, c'est ce moment-là aussi qui va être décisif dans le choix de la bibliothèque départementale de La Réunion, justement pour recevoir le legs. Donc, elle va en fait déposer des archives, des ouvrages, voilà, tout ce que son père a pu en fait conserver, qui explique toute sa vie en fait littéraire, donc qui va pour une partie être déposée donc au moment à la bibliothèque départementale. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis la quatrième étape, c'est le moment où effectivement la bibliothèque départementale de La Réunion décide en fait de recevoir cette œuvre et donc de l'intégrer dans ses réserves. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en déposant les ouvrages et les archives donc à la bibliothèque départementale, c'est que la bibliothèque départementale est aussi en fait garant du dépôt légal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement l'objet déposé a un statut aussi particulier qui est un statut patrimonial, donc de patrimoine, puisque le dépôt légal aussi va donner ce statut. Et à ce moment-là, il y a une particularité qui est qu'il y a un lien entre la BDR, donc la Bibliothèque départementale de La Réunion, et aussi la Bibliothèque nationale de France.
C'est-à-dire que la BDR, donc travaillant aussi avec la Bibliothèque départementale de France, a la possibilité aussi de déclarer une collection, déclarer en fait des ouvrages pour les inscrire dans le catalogue national. Donc il y a tout un processus. Donc il y a ce processus en interne qui va l'inscrire dans effectivement le patrimoine réunionnais, mais ça va un peu plus loin en déposant en fait, en le déclarant ce patrimoine donc à la Bibliothèque nationale de France. On l'inscrit donc dans le catalogue national, donc ça lui donne encore une visibilité. Et du catalogue national, ça va passer sur le registre en fait à grande échelle en fait, patrimoine de l'humanité. Donc c'est ce qui est intéressant avec le processus de patrimonialisation des œuvres littéraires, c'est qu'on arrive en fait à cette étape-là où cette décision est prise et donc elle fait rentrer l'œuvre de Gamaleya dans tout ce circuit et officiellement, l'œuvre peut être considérée ici comme un patrimoine culturel immatériel. Donc, vous allez me dire, sur tout ce processus de patrimonialisation, on l'avait bien vu en fait dans la première partie du MOOC, ce n'est pas uniquement la reconnaissance officielle qui va lui donner en fait ce statut de patrimoine culturel. Mais c'est aussi en fait la manière dont ce patrimoine va s'inscrire en fait dans au sein donc de ce qu'on va appeler cette mémoire collective, et c'est là où ça devient intéressant en fait, c'est de se dire mais quels sont les moyens, quels sont les outils justement pour arriver à ce que ce patrimoine s'inscrive aussi dans cette mémoire collective. Oui, alors là on voit bien, hein, on est sur une dimension culturelle véritablement de la littérature et face à la mémoire collective. Et ça va être notre fil rouge un petit peu jusqu'à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on va voir comme ça quelle mémoire collective dans la mise en exposition des œuvres de Boris Gamaleya, et vous allez nous expliquer tout cela. Alors c'est vrai que quand on arrive sur ce processus donc de patrimonialisation, donc sur la dimension collective donc de la littérature, il y a quelque chose qui est quand même important à notifier. C'est-à-dire que il y a aussi, donc bien sûr, le directeur ou le conservateur va effectivement émettre cette idée donc de patrimonialiser l'œuvre. Donc patrimonialiser l'œuvre par rapport à des critères, on va dire, scientifiques. Il y a une reconnaissance scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Ao, donc, qui est directeur de la bibliothèque départementale de La Réunion, va indiquer cela. C'est-à-dire que au niveau de cette reconnaissance, il y a quelque chose qui est au-delà de l'œuvre. Donc ce qu'il dit, c'est que ce qui l'a interpellé pour effectivement inscrire le patrimoine donc littéraire de Gamaleya au niveau de la bibliothèque au niveau de la bibliothèque nationale de France, c'est que ce qu'il dit, c'est que c'est au-delà d'un auteur. C'est aussi un linguiste, c'est aussi un historien de la littérature, un critique littéraire, et qui a en fait compté énormément, donc c'est ce qu'il dit. Je pense que n'importe quel auteur aujourd'hui le sait, n'importe quelle personne qui réfléchit à l'histoire de cette seconde moitié du XXe siècle, du XXe siècle. C'est la renaissance littéraire des années 70. Donc ce choix en fait de patrimonialiser l'œuvre de Gamaleya, c'est parce que en fait c'est une œuvre qui va nous raconter en fait cette mémoire collective de la renaissance littéraire des années 70. Et là justement c'est intéressant parce que dans comment on va en fait avoir cette reconnaissance de ce patrimoine dans la mémoire collective, c'est par les processus de médiation culturelle. C'est par la médiation culturelle que, au final, cette œuvre va pouvoir aussi circuler dans cette mémoire collective et être appropriée par l'ensemble de la population. Donc on l'a vu, au niveau de la décade, il y a eu énormément de manifestations qui ont été effectuées, les expositions, les créations artistique, même certains vont dire au niveau national, il y a aussi d'autres critères, c'est-à-dire qu'on va avoir l'approche touristique en fait de l'œuvre. Donc par exemple au niveau d'une œuvre littéraire, ce sont toutes les maisons littéraires que l'on peut, les maisons d'écrivains, oui, qui ont cette fonction-là aussi, donc d'inscrire le patrimoine justement dans la mémoire collective. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est que on a pu
par la médiation culturelle, donc observer justement comment, par une exposition, on peut effectivement intégrer cette mémoire, enfin ce patrimoine dans la mémoire culturelle. Ah oui, alors ça c'est vraiment particulièrement intéressant. Donc on voit comment finalement cette œuvre littéraire devient un patrimoine. Et maintenant on voit comment la médiation culturelle va la faire connaître. Alors effectivement à travers un événementiel lié au retour des cendres de Boris Gamaleya qui avait quitté à la fin de sa vie la Réunion quelques années avant la fin de sa vie pour rejoindre sa famille, ses enfants notamment. Et donc là, il revient, il avait formulé le désir de revenir dans son île. Et donc on organise la décade, une grande manifestation qui dure 10 jours, c'est cela? Oui. Et comme son nom l'indique. Et puis là, alors, ce qui est plus étonnant et qui est finalement pas si fréquent que cela, c'est la manière dont on a, c'est l'objet de votre colloque. En fait, c'est la manière dont on va faire de la médiation culturelle autour de l'œuvre de Boris Gamaleya et là avec notamment des expositions. C'est ça. Donc c'est vrai que là pour répondre aussi à certaines questions qui sont apparues au niveau du MOOC, en quoi consiste en fait cette médiation culturelle? Donc pour éclairer, donc ça c'est vraiment cette occasion-là, pour éclairer comment par la médiation culturelle on va pouvoir expliquer ces processus de patrimonialisation, de reconnaissance du patrimoine. Donc j'ai pris deux exemples d'expositions qui ont eu lieu lors de la décade. Donc la première, c'est Magma et Météore, donc du département de la Réunion, et Boris Gamaleya, créoliste militant, donc de l'Office La Langue Créole. Donc ces deux expositions qui ont permis justement d'approcher ce qu'on a vu donc dans le cadre du MOOC, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette médiation culturelle par l'intermédiaire des expositions. Donc, on a trois manières justement d'analyser donc ces expositions, trois formes de médiation dans les expositions, avec l'approche muséologique qu'on avait vue durant le cours. On peut parler à la fois donc de la muséologie d'objets. Donc, lorsqu'on va parler de la muséologie d'objets, c'est la mise en exposition qui est axée sur l'objet de la collection. Donc, c'est l'objet qui est d'abord mis en avant et on va avoir en fait toute une scénographie qui va être autour de l'objet. Donc l'objet va parler, va donner l'intention de l'exposition. Ensuite, deuxième forme de médiation, c'est la muséologie d'idées. Donc au niveau de la muséologie d'idées, ici, c'est la présentation donc, des objets et qui finalement mise au service d'une idée. Donc c'est plutôt une idée qu'on va mettre en avant et qui va être déclinée tout au long du parcours. Et on va beaucoup moins voir l'objet. Bon, par moment, on va avoir des objets, mais l'idée, c'est vraiment de partir d'une idée. Alors cette idée va être déclinée à partir des objets, à partir des audios, voilà, tout un dispositif médiatique qui va permettre justement de décliner une idée tout au long donc, de l'exposition. Ensuite, troisième manière, donc troisième forme de médiation, c'est la muséologie donc, de point de vue. Donc dans la muséologie de point de vue, ici, c'est l'objectif est de prendre en considération donc, la diversité des points de vue des publics et de susciter des interrogations. Et là, c'est pareil, on va avoir plein de dispositifs qui vont avoir cet objectif de créer, de plutôt orienter la scénographie à travers des réponses à des interrogations qui sont posées tout au long donc, du parcours. Et là, on voit bien, ce sont bien trois formes de médiation bien intéressantes. Je vous laisse poursuivre, notamment parce qu'il y a une chose importante, c'est le fait de donner du sens. C'est donner du sens, parce que lorsqu'il y a effectivement cette mise en exposition des objets donc, du patrimoine à travers donc, une exposition, l'idée c'est quand même d'analyser comment on crée ce sens. Donc la médiation culturelle, donc, une fois qu'on a effectivement identifié à quelle forme de muséologie cela renvoie, donc quelle forme de médiation cela renvoie, il y a une approche qui consiste donc à ce qu'on avait vu, c'est l'approche sémiotique de l'exposition. Donc dans l'approche sémiotique de l'exposition, c'est comment le sens va se créer. Alors comment le sens va se créer? On peut avoir ici donc une analyse qui va consister à ce qu'on appelle l'analyse de l'approche intertextuelle. Donc l'approche intertextuelle, c'est d'identifier au sein des dispositifs de médiation
quels sont au final les impacts que l'on va attendre, qu'on attend en fait par rapport au message qu'on va passer au niveau de l'exposition. Donc on peut analyser donc, dans l'approche intertextuelle l'impact d'ordre socio-affectif. Donc socio-affectif, ça va être en fait tous les objets qui vont donner du sens à la sensibilité, on va dire, esthétique, donc vers plutôt l'affect. On va chercher effectivement ici à créer de l'émotion. Et puis vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre de l'impact cognitif, donc plutôt ici des discours qui vont être développés autour d'un esprit critique sur justement le propos qu'on veut développer. Donc on a ces deux approches qui nous permettent justement d'analyser donc l'exposition. Et cette approche en fait intertextuelle, elle a aussi pour vocation de voir comment l'idée qu'on veut faire passer, ou le message que l'on veut faire passer au niveau de l'exposition, va se décliner, se répéter. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'intertextualité, justement, c'est de reformuler. Donc ces processus, par la médiation culturelle, par l'exposition, l'idée c'est de reformuler des idées. Donc comment l'exposition va reformuler des idées pour vraiment l'inscrire dans la répétition et au final aborder ce message que l'on veut déléguer autour de l'exposition. Alors voilà, on va à présent pour les 5 minutes qui nous restent parcourir cette exposition avant de conclure ces 2 expositions. On va parcourir un peu tous ces lieux pour visiter à vos côtés donc les différentes manières de présenter justement l'œuvre de Boris Gamaleya. Donc je vous laisse présenter donc la première partie. Alors justement, au niveau de l'exposition donc Magma et Météore, donc du département de la Réunion, l'idée c'est que ici, on a en fait une exposition qui est basée sur une muséologie d'idées. Donc, quelles sont les idées donc, qui vont être développées ici à travers cette exposition, puisque le choix est plutôt donc d'accentuer sur une idée qu'on va décliner tout au long de l'exposition. On voit une photo là de Boris Gamaleya. Oui, voilà. Donc là, c'est vrai que sur cette exposition, alors ici, c'est l'exposition itinérante. Donc c'est la version, on va dire, plutôt réduite de l'exposition, puisque l'exposition complète avait eu lieu donc l'année dernière, lors de la décade. Ici, effectivement, on voit une exposition itinérante. Ça fait partie aussi du dispositif de médiation culturelle, justement développé par la bibliothèque départementale de la Réunion. L'idée, c'est qu'avec une version beaucoup plus petite de l'exposition, on peut la faire circuler dans les écoles et faire perdurer cette exposition aussi dans les écoles. Donc, ils prêtent en fait cette exposition dans le cadre d'événements. Donc là, c'est une exposition qu'on a installée justement lors du colloque. Donc comme ça, les étudiants pouvaient aussi découvrir l'œuvre de Gamaleya. Donc effectivement, ici, au niveau... alors on a aussi eu cette même approche, c'est-à-dire que avec l'œuvre de l'exposition sur Boris Gamaleya, Créolis militant, donc qui a été effectuée par l'Office La Langue Créole. Donc c'est aussi le même principe ici, c'est que c'est une muséologie qui va se baser sur la muséologie d'idées. C'est la même chose. Quel type d'idées on veut faire circuler autour de cette exposition? Quelle idée on veut que la population retienne au final autour de l'œuvre de Gamaleya? Donc là, c'est la même chose. Donc cette exposition qui est itinérante et qu'on peut, là, on l'a accueillie à l'université lors du colloque et qui peut justement être accueillie lors de manifestations aussi ou dans le cadre des écoles. Oui, donc, là, dans l'Office La Langue, en fait, en plus, c'est vrai que là, il est dit créolis militant, c'est vrai que là, on retrouve le militant de la créolité dans cette exposition en particulier. C'est ça, c'est vrai que l'idée qui est déclinée ici, c'est, on va le voir tout au long des expositions, c'est vraiment, on va voir que c'est des idées qui sont tournées, une muséologie d'idées qui sont tournées autour de la vie de Boris Gamaleya,
son engagement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le voit. Donc, sur une partie donc, de l'exposition de Boris Gamaleya sur l'exposition ici de la bibliothèque départementale de La Réunion. Alors, ça veut dire quoi? Impact socio-affectif. Lorsqu'on va analyser en fait l'exposition, on va se rendre compte que pour faire passer cette idée qui est plutôt autour de la vie, de l'engagement, de le rapport entre la vie de l'artiste et son engagement, on va voir effectivement son engagement dans son écriture. Donc l'analyse en fait de l'exposition va montrer ici par exemple l'impact socio-affectif autour de justement de l'enfance. Donc lorsqu'on va décrire l'enfance de Gamaleya, donc dans le texte, dans l'analyse du texte, l'analyse sémiologique du texte va consister justement à repérer qu'est-ce qui fait sens. Donc qu'est-ce qui fait sens ici, c'est que ceux qui ont écrit l'exposition, donc le commissaire d'exposition va plutôt insister ici sur justement des phrases qui vont mettre en avant donc, ce côté affectif par rapport à la vie. Donc on va avoir toute une description de la vie de Gamaleya. Donc là, ô mon pays, de ni père ni mère, décès de son père et de son enfance erratique. Donc on voit ici que l'idée c'est de toucher aussi le lecteur sur justement cette idée que voilà, il a passé aussi durant son enfance des moments assez compliqués avec la perte de son père et effectivement voilà, c'est toute l'histoire qu'on connaît autour justement de la vie de son enfance sans son père. Et donc là ensuite lorsque on va vraiment un peu plus loin dans l'exposition, donc on va avoir en fait ici, lorsqu'on va parler de son engagement pour la liberté de penser, parce que l'idée qui est mise aussi derrière cette exposition, c'est de montrer justement l'engagement et comment se caractérise en fait l'engagement de Gamaleya tout au long de sa littérature. Donc là aussi, au niveau de la signification, ce sont des impacts socio-affectifs pour toucher en fait le public sur justement son engagement, pour que son engagement semble plus proche du public. On a ici donc dans la description du discours qui est effectué sur cette affiche ici, c'est que le titre déjà parle de cet impact socio-affectif. Culture créole, lève-toi et marche. Donc ça, c'était un des mots d'ordre en fait de Gamaleya, c'est de se dire pour que le peuple réunionnais se sente libre, eh ben il faut effectivement qu'il se lève et qu'il marche aussi vers cette liberté. Donc on voit cet engagement qui se fait justement sur ce registre socio-affectif. On interpelle directement le peuple créole justement dans cette idée d'engagement de la liberté. Ensuite, un des troisième idée que l'on peut avoir ici, c'est autour de son œuvre. Alors c'est la même chose. Lorsque l'exposition va mettre en avant donc tout le discours sur son œuvre, on va être dans du registre socio-affectif. Donc pour justement associer l'œuvre avec justement cette on va dire résistance culturelle qui était aussi développée tout au long de son écriture. Donc son œuvre, on parle de son œuvre, mais avec ce registre socio-affectif aussi. La nécessité d'une pratique culturelle résistante. Donc il l'interpelle aussi en indiquant que faire de la culture, c'est aussi être dans cette position aussi de véhiculer une résistance à la non-liberté. Et lorsqu'on va aborder son œuvre, donc là, notamment dans cette exposition donc de la bibliothèque départementale de La Réunion, on va avoir plutôt ici des registres qui sont de l'ordre de l'impact cognitif. Impact cognitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va présenter l'œuvre ici sous la forme de chronologie. Donc là, on le voit bien sur ce support-là, des chronologies qui vont expliquer comment l'œuvre a évolué. Donc il y a aussi cette idée de faire passer de la connaissance. On voit aussi lorsque, ici, sur les photos de Cambou, qui a fait la scénographie de cette exposition dans le cadre de la bibliothèque départementale de La Réunion, donc la grande exposition, on va voir en fait que l'engagement dans la presse va
aussi être expliqué avec des impacts cognitifs. Donc c'est toute la connaissance que l'on veut faire passer sans avoir un discours qui est de l'ordre de l'affectif. Donc ça, ce sont des choix aussi dans la mise en exposition, d'être dans le registre à la fois affectif ou effectivement cognitif. On va retourner vers de l'affectif lorsque on va parler en fait de la création, son répertoire de création. Donc là aussi, le registre qui va être employé, c'est plutôt socio-affectif, puisque lorsque sa création est évoquée, c'est la musique, par la musique, l'arsenic, les œuvres inspirantes de Boris Gamaleya. C'est un impact plutôt socio-affectif ici, dans la description. Donc pourquoi? C'est faire vivre la mémoire de Boris Gamaleya en la déclinant sur différents supports. C'est ça aussi la médiation culturelle, c'est aussi décliner l'œuvre sur différents supports qui va faire vivre cette mémoire. Donc du coup, lorsqu'on rentre dans cette exposition, on va avoir effectivement cette description plutôt affectif lorsqu'on parle de son œuvre. Et voilà, donc dans cette exposition, on va retrouver aussi l'œuvre inspirante, avec ici on a la création de Jacques Benty, donc qui a repris effectivement l'ouvrage de Gamaleya, qui en a fait en fait une œuvre, vraiment une œuvre artistique. Donc ça touche parce qu'on voit que sa création, elle est inspirante. Donc dans le registre en fait de l'exposition, c'est en fait tous ces registres-là qui vont vraiment être mis en avant du passage entre voilà l'impact cognitif, l'impact socio-affectif, et donc impact cognitif encore qu'on va retrouver ici lorsque l'exposition va parler de son engagement sur la langue créole. Donc alors pourquoi choisir ici d'avoir un registre scientifique, un impact cognitif lorsqu'on parle du créole? C'est vraiment pour montrer que parce qu'on connaît en fait tout ce qui a été dit sur Boris Gamaleya, sur à la fois ce qu'on pouvait lui reprocher, certains lui reprochaient effectivement sa résistance par le créole, par l'engagement. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer aussi qu'il a pu faire avancer scientifiquement tout ce qui autour de la langue créole. Donc ce n'est pas que de l'affectif lorsqu'il parlait en fait du créole, mais c'est aussi parce qu'il a parlé du créole, de sa revendication au niveau du créole, que ça fait aussi bouger toutes ces recherches scientifiques autour du créole et de poser effectivement une approche scientifique du créole. Donc on peut aller très loin en fait dans la mise en exposition, hein, on le voit en fait sur ce registre impact cognitif, impact socio-cognitif, l'exil qui est évoqué, puisque l'exil est quand même a été un moment polémique hein, sur justement cet exil, on va dire forcé, qu'il a connu. Donc là, le choix en fait du registre, c'est un registre cognitif. C'est justement de ne pas mettre de l'affectif pour montrer effectivement être au plus clair de ce qui s'est passé au niveau de l'exil et de ne pas être trop engageant pour celui qui a écrit l'exposition, justement pour ne pas évoquer ces sentiments de révolte qu'on pourrait avoir face à l'exil. En restant dans le factuel. Dans le factuel. Donc vous voyez, au niveau de l'exposition, c'est important hein, de rester sur des registres. On va naviguer aussi, c'est la même chose pour la deuxième exposition, hein, dans de l'impact socio-affectif. Lorsque sur l'exposition de l'Office, on va être sur la reconnaissance de l'identité réunionnaise. Donc là, par contre, l'Office a pris aussi cette par volonté aussi de faire passer de cet engagement aussi, c'est la défense de l'identité réunionnaise à travers en fait des impacts, l'impact socio-affectif, donc registre socio-affectif. Hein. Donc voilà, donc lorsqu'on parle du créole pour justement l'office de la langue, c'est l'engagement pour la langue créole qui est mise en avant, et puis ce travail qu'il a effectué, l'impact, on le voit ici au niveau de cette affiche, que ça a pu avoir dans la reconnaissance effectivement du créole, le créole à l'école, comment l'œuvre de Boris Gamaleya a pu effectivement intégrer cette reconnaissance en fait aussi du créole à l'école. Donc tout un cheminement au niveau, on va dire, des expositions qui permettent justement de voir voilà, qu'est-ce qui est vraiment
mis en avant et comment ça intègre cette mémoire collective. Oui, c'est tout à fait passionnant parce que c'est vrai que là, on voit des exemples de médiation culturelle de quelque chose qui paraît pas simple à réaliser autour d'une œuvre littéraire. Et puis, on voit la richesse de ces expositions, de la manière de présenter les choses, de la contextualiser, etc. C'est vraiment, là, du coup, ça fait découvrir, je pense, à toutes les inscrits à ce MOOC et aux autres, vraiment la richesse de la démarche de la médiation culturelle. Oui, et ce qu'on peut vraiment retenir ici, on le voit en conclusion donc, de cette présentation et de ces expositions, c'est qu'on a quand même la mise en exposition permet, parce qu'on était sur une muséologie d'idées, à la fois de l'exposition de la bibliothèque départementale de La Réunion et de l'exposition de l'Office de la langue. Ce qu'on retient, c'est ces trois, à quoi renvoie cette intertextualité, en fait, l'approche intertextuelle, donc reformulation en fait des idées, circulation des idées autour de la mémoire de l'exil, le militantisme, l'engagement et aussi la résilience de cet auteur, parce qu'effectivement, en passant toutes ces étapes, donc c'est ça, en fait, la médiation. La médiation va consister justement ici par ces procédés qu'on a vus, à faire circuler donc ces idées, mémoire de l'exil, militantisme, engagement et la résilience, qui parlent en fait de tout le processus aussi que l'artiste a pu avoir. Donc, il y a eu ces difficultés, la mémoire de l'exil, son engagement, mais par contre, il finit aussi sa vie en étant dans une résilience, aussi d'acceptation par rapport dans son écriture. On va retrouver tous ces trois aspects-là d'évolution dans son écriture. Bien, écoutez, merci infiniment, Madame Noël, de cet exposé passionnant sur la médiation culturelle. Je pense qu'à présent, nos apprenants du MOOC qui se trouve sur Fun et donc qui traite de la culture et du patrimoine culturel dans l'océan Indien et l'Afrique australe, je pense que là, vous avez des éclairages tout à fait intéressants et nouveaux qui nous ont été apportés par Madame Nathalie Noël, que je remercie encore. Et écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite des cours qui vont être tout aussi passionnants et que je vous invite à suivre donc sur fun-mooc.fr. Vous avez également nos pages YouTube et Facebook de l'Université numérique de La Réunion sur lesquelles vous pouvez suivre ces causeries autour de ce MOOC. Vous avez enfin également un site internet qui est unr.unif-réunion.fr sur lequel vous pouvez suivre la totalité de nos productions ainsi que nos cours. À très bientôt.